Je vais avoir 4 mains, je vais me débrouiller. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup à GitLab de m'accueillir ce matin pour cette conférence. Merci beaucoup à Jérôme d'avoir fait arriver le train à l'heure alors qu'il était parti en retard. C'est vraiment remarquable. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la CI et sous de la CD et de comment est-ce que chez Conto, on déploie 90 applications en 5 minutes quand on va faire un environnement, quelque chose sur lequel nos équipes SRE, notamment menées par Kevin, qui est ici dans l'assistance et qui m'aidera peut-être pour le Q&A, ont travaillé ces dernières années. Je suis Émeric. J'ai travaillé dans des créations d'activités, des créations d'entreprises. J'ai eu des jobs de management dans différents secteurs, allant du e-commerce aux médias, passant par l'assurance et maintenant la banque. J'ai fait un peu d'open source. S'il y en a qui ont joué avec Django dans la pièce, vous avez essayé mon code. Voilà. Aujourd'hui, je suis CTO chez Conto. Depuis bientôt 3 ans, on a fait grandir gentiment les équipes de dev de à peu près 70 à 400 personnes à l'heure actuelle. Parlons un tout petit peu de Conto parce que aujourd'hui encore beaucoup de Français ne nous connaissent pas, donc on fait des grosses campagnes d'affichage dans la rue pour essayer d'augmenter notre notoriété. Conto, c'est le leader européen de la gestion financière pour les PME à l'heure actuelle. Donc nos clients sont des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire probablement pas vous, mais le cœur du tissu économique. La majorité des emplois européens sont dans des PME de nos jours. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie leur quotidien bancaire. La révolution de la néobanque est passée sur la banque B2C, et nous, on est en train de le faire sur le B2B. Donc on simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité, la gestion des dépenses. On s'est lancé en 2017. Aujourd'hui, on a 350 000 entreprises clientes dans 4 pays, Italie, France, Allemagne et Espagne, dans le désordre. Et on est un peu plus de 1000 dans l'entreprise. On a levé 622 millions d'euros au fil du temps pour financer tout ça. Ça vous donne un peu le contexte de l'entreprise. Que vous retrouvez ici sur cette slide, et à noter qu'on a récemment acquis l'entreprise qui faisait la même chose sur le marché allemand, donc on est en train de consolider le business mais également les stacks techniques. Parlons de GitLab chez Conto, puisqu'évidemment si nous sommes là c'est que nous sommes clients GitLab. Aujourd'hui on a 1400 projets dont environ 600 sont publics, donc ça c'est la partie source code management où on utilise le Git, les code review essentiellement. On a évidemment des pipelines d'intégration continue, on fait tourner à peu près 40 000 pipelines par mois. Je pense que certains d'entre vous sont plus gros, mais ça commence quand même à nécessiter un petit peu de gestion. Il y a une firme dont on ne parle pas très souvent, donc je voulais en profiter pour la mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est GitLab Pages. Ça coûte pas cher. Souvent les pipelines vont produire des fichiers statiques qu'on a envie de voir, typiquement des rapports de code coverage, des rapports de sécurité, les tailles de build pour le front-end, plein de choses comme ça. Et on peut les publier trivialement grâce à GitLab, et donc ça on utilise beaucoup, c'est très sympa. Donc là vous voyez qu'on a 87% de line coverage sur notre app front-end, ce qui n'est pas trop mal pour du front-end, même si le branch coverage on ne teste pas beaucoup les cas d'erreur a priori sur cette app. Alors, comment est-ce que c'est installé ? Le schéma technique obligatoire, c'est du grand classique, hébergé par nos soins sur AWS avec GitLab qui est sur une seule machine. Pour l'instant, ça tient sur une seule machine. C'est une grosse machine, mais on n'a pas encore besoin d'en avoir 8. Avec évidemment les accès externes pour nos développeurs en HTTPS à l'interface, en Git, et pour des services tiers qui vont exécuter des pipelines et nous poster les résultats, donc typiquement Bitrise. On a les bases de données associées des cron jobs, et évidemment comme c'est du classique à l'ancienne, on gère les backups, les logs, etc. Et si l'instance unique tombe, on restaurera. Ce qui, à notre taille, franchement, ne pose aucun problème, et puis en plus, c'est jamais tombé. De manière plus intéressante au niveau des runners, c'est des machines EC2 dans un autoscaling group, donc ça navigue entre 5 et 50 machines. On a différents types de machines. Évidemment, on essaie de charger en instance spot pour des raisons de coût.
mais certains mois, les pools d'instance spot sont recyclés assez rapidement, et donc du coup on commence à avoir des jobs qui échouent si on a trop d'instance spot, et donc tous les mois on ajuste en fonction du comportement d'AWS pour maintenir des coûts optimisés, sachant que 50 machines c'est aussi des assez grosses machines, donc ça brûle un petit peu de CPU. On a de manière très marginale des Kubernetes runners, c'est pour des raisons de sécurité, la manière dont on veut tester la partie Kafka de nos applications, on ne sait pas la faire tomber de manière convenable dans des EC2, donc on a un petit peu de Kubernetes, mais ce n'est pas fondamental aujourd'hui. Alors il y a deux petites cases qui ne sont pas dans le standard et dont je voudrais vous parler aujourd'hui. La première en haut à gauche, il y a un bout de Terraform, et là on peut se demander mais que vient faire Terraform dans une installation comme ça? En fait, si aujourd'hui un développeur veut créer un repository GitLab, il va aller éditer un fichier YAML dans un repo Git qui va être pris en charge par ce Terraform et qui va créer le repo dans GitLab. Donc il y a un moment de GitOpsception à ce niveau-là, hein. Le serpent se mord la queue, mais une fois que c'est démarré, ça marche. Et le gros intérêt, c'est qu'on peut par exemple imposer sur certains dépôts sensibles des exigences de nombre de reviews, etc. Donc tous les settings des repos sont versionnés, et à nouveau, comme on est dans le monde financier, on a besoin de garanties fortes sur ce genre de choses. Donc en termes de sécurité globale du système, ça nous apporte des bénéfices, et la team sécurité surveille les drifts, et si quelqu'un vient faire des settings à la main, il leur court après pour leur expliquer que non, ça c'est avec Terraform. Le deuxième projet qu'on a dans ce secteur, et on devrait l'open sourcer un de ces jours, il faut juste qu'on ait le temps de le nettoyer, de faire la doc, c'est le GitLab Termination Handler. C'est pas très gros, hein, c'est quelques centaines de lignes de code, mais qui écoute des événements SQS envoyés par AWS quand on a des instances spot qui vont terminer bientôt, voire très bientôt, ou quand sur des instances classiques, AWS veut faire des rotations et donc nous prévient, attention, celle-là je vais l'éteindre dans un certain temps, ou s'il te plaît éteins-la avant que je l'éteigne à ta place. Et du coup, il va aller désactiver les runners dans GitLab, laisser le job finir, et une fois que tous les jobs sont finis, il donne le go à AWS pour éteindre la machine. Alors sur les spots, à nouveau, c'est pas du 100%. Sur les instances classiques, c'est du 100%, et grâce à ça, on a beaucoup baissé le nombre de failures de job. Et donc pour les développeurs, forcément, ça évite l'expérience de « Ah zut, mon pipeline s'est interrompu, je dois le relancer ». Donc on gagne du temps d'attente des développeurs pour boucler sur ce qu'on voyait en début de session. On va faire un petit fast forward là dans le passé. Donc ça c'est comment déployer un environnement de staging pour un développeur chez Conto quand je rejoins l'entreprise en juillet 2020. On donne le nom de sa branche et on clique build. Et puis après, il y a une grosse machine qui se met en marche, qui ressemble à peu près à ça. Franchement, le diagramme, c'est dur de faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'il y a un gros paquet de scripts en Bash et en Python dans un Jenkins qui vont prendre la trentaine d'applications qu'on a à cette époque-là, qui va chercher le code ou de l'artefact dans GitLab et qui va commencer à déployer tout ça dans un namespace Kubernetes pour que le développeur ou les PM puissent jouer avec la feature et la valider avant de merger la branche. Alors, faire ça en Bash, c'est un peu compliqué, donc du coup, on a un script qui déploie une application, enfin il y a une boucle, hein, ça fait les applications une par une, etc. Et à la fin, ça déploie tout, ça charge des jeux de données de test, et en plus, c'est multistage parce qu'on a un core banking, et on a une couche plus service API par-dessus, et du coup, il faut déployer le premier, attendre qu'il est fini, déployer le deuxième. Et donc, du coup, ça marche, mais ça a ce petit défaut-là. C'est qu'en 27 minutes, on prend beaucoup de café, donc on va avoir des développeurs caféinomanes à la fin. Et ça a ce deuxième petit défaut-là, c'est qu'il y a un log Jenkins qui fait 20 000 lignes, et si ça a craché vers la ligne 16 500, et les développeurs manquent d'autonomie pour trouver qu'est-ce qui a craché, parce qu'en fait leur code ne démarre pas, donc le pod est en crash loop back-off, mais bon, sauf que c'est au milieu d'un énorme script, et donc du coup, good luck with that. Donc ça n'est pas très satisfaisant, ça génère des tensions substantielles entre les équipes dites DevOps et les équipes Dev, et donc on doit faire mieux. La solution est passée par Argo CD, hein, pour spoiler ce qu'on a fait. Quelques mots sur Argo CD au cas où certains dans la pièce n'ont pas creusé ce dont il s'agit. Donc c'est un système de CD pour Kubernetes. C'est très 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 lié à Kubernetes. Hein. Ça ne s'utilise pas dans d'autres contextes.
l'idée, c'est que c'est un système déclaratif, de même que Terraform, on va déclarer ce qu'on veut en termes d'infrastructure, et après, ça va terminer, Kubernetes, on va déclarer ce qu'on veut en termes d'infrastructure, on va déclarer les pods qu'on veut, on va déclarer les services et ingress, etc. Et Kubernetes va se débrouiller pour nous les monter et garder l'état cohérent. Dans Argo CD, on va déclarer les applications qu'on veut et il va se débrouiller pour nous les monter. Sauf qu'il travaille à un niveau plus élevé que Kubernetes, à un niveau d'abstraction plus élevé, puisque une application Argo CD, c'est un ensemble d'objets Kubernetes, donc à nouveau des ingress, des services, etc., qui vont être nécessaires au fonctionnement de cette application. Argo est également basé sur Git, c'est du GitOps, donc tout ce qui est déployé par Argo CD est version controlled, donc ça se pilote à partir de push Git, donc on est pleinement dans l'esprit DevOps. Donc il y a un concurrent, en gros, il y en a deux gros sur le marché, il y a Argo CD et Flux. Pourquoi Argo CD pour Conto? La première raison, c'est qu'il y a un concept hiérarchique avec des projets, et donc pour nous, un projet, c'est une feature branch. Donc à chaque instant, on a quelques dizaines de feature branches qui sont live. Donc à chaque fois qu'un développeur commence une nouvelle feature branch, qu'une feature team commence une feature branch, ça va devenir à un moment donné un environnement, un projet Argo CD qui va exister en tant que tel. Et au sein de ce projet, on déploie N applications, donc N services. La deuxième raison, et qui est un peu le key selling point de Argo CD, c'est qu'il y a une interface web qu'on va voir juste après et qui permet de visualiser l'état du déploiement, notamment typiquement le pod en crash loop back-off. Franchement, il y a un truc visuel, il y a un truc rouge, on peut cliquer, on a les logs, on peut voir pourquoi il est en crash loop back-off et peut-être que les devs peuvent corriger tout seuls le problème qui empêche le service de booter sans passer par la case help, les SRE, mon pod ne démarre pas. Mais il y a aussi des fonctions clicodrome. Alors oui, il faut toucher la souris, oui, c'est en ligne de commande, mais il n'empêche qu'en situation d'incident, puisqu'on s'en sert aussi pour la prod, le one-click rollback, ça a clairement réduit nos temps de réaction sur incident. On a fait un bad deploy, on clique dans Argo CD, on rollback, en 2 minutes c'est revenu. Alors qu'avant, il fallait trouver Jenkins, etc. C'était pas beaucoup plus compliqué, mais en fait on perdait quelques minutes. Et en incident, ça compte à chaque minute. Aussi, si le banc va passer, on reclique, on restart. Il y a beaucoup de choses qui sont plus ergonomiques et qui en fait évitent aux devs de devenir experts Kubernetes, parce qu'on ne peut pas leur demander de savoir tout faire. Je préfère qu'ils se spécialisent sur comment écrire du très bon code. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble à ça. Là c'est peut-être la vue qui est la plus facile à mettre sur un slide, parce que sinon il faut scroller un petit peu. Mais donc là par exemple c'est un déploiement de notre service biller, donc qui fait comme son nom l'indique la facturation. On a le service HTTP avec un ingress et un service des pods. On a un worker qui traite des tâches planifiées. On a un consumer Kafka. On a un clock qui déclenche les tâches. Donc vous voyez que c'est déjà plusieurs services juste pour cette application. Et donc ça c'est un projet, c'est une application Argo CD au sein d'un projet. Et si on demande un peu plus de détails, on va voir que là on a vraiment les objets Kubernetes bas niveau. Mais il y en a 9 pages de 10, donc il y en a 90 des objets déjà. Donc c'est là qu'on voit qu'avoir les niveaux d'abstraction, ça nous aide à garder le système gérable. Et donc concrètement, la développeur expérience d'Argo CD chez Conto, c'est en un clic, je me crée un environnement avec ma branche, soit un clic dans GitLab, je vais vous montrer après sur un pipeline, soit on met un tag deploy dans le message de commit et ça se fait tout seul. Et donc cet environnement, il va avoir la branche depuis laquelle on l'a déclenché, et toutes les autres applications sur la branche master, ou s'il y a une branche du même nom, les autres applications dans la même branche, parce que typiquement on va faire une feature, on va taper plusieurs services, au moins le front et le back, et donc c'est intéressant d'avoir dans cet environnement, dans ce projet Argo CD, toutes les applications qui ont une branche spécifique à la feature. Et ensuite, dès qu'il y a un push sur une de ces branches, ou un push sur master, ça update automatiquement, c'est la magie du GitOps, ça reste constamment à jour. Donc dès qu'il y a un push sur master dans n'importe quel projet, Argo CD met à jour tous les environnements de staging live à ce moment-là. Alors évidemment, on a quelques optimisations par-dessus, on a des environnements éphémères, des environnements permanents pour des questions d'optimisation de coûts, on les éteint la nuit, on a des environnements légers pour le front-end qui ont des environnements back-end mutualisés, parce que les environnements front-end c'est juste un Nginx des fichiers statiques, donc c'est beaucoup moins lourd que des applis back-end qui consomment plein de mémoire, donc on peut en faire plein dans le front-end, ça coûte rien, etc. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans.
Donc l'install d'Argo CD, c'est très simple. On prend le Helm chart, on le balance, ça ressemble à ça. On bricole un tout petit peu le SSO et on met les notifications comme on veut, mais franchement, ça se déploie très très bien. Et c'est stateless. Alors vous allez me dire, il y a un Redis. Ok, oui, il y a un Redis, mais c'est un cache. Et en fait, tout le state, il est dans Kubernetes ou dans les repos Git, dans GitLab. Donc ce qui est génial, c'est que si ça crache, on le reboot, c'est reparti. On clear le Redis, on repart. Et il va refaire toutes les réconciliations, puisqu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il amène les clusters Kubernetes où sont déployés nos environnements de staging et de prod dans un état cohérent avec ce qu'il y a dans le GitLab. C'est à nouveau tout le principe du GitOps. Oui, je vous épargne l'API repository, etc. Il y a des morceaux pour que ça marche. Donc les bénéfices pour Conto, c'est que c'est devenu débuggable. Très clairement, la partie interface web donne de l'autonomie aux développeurs. C'est devenu plus rapide, pour une raison pas complètement intuitive. Parce qu'on a toujours le même nombre d'objets Kubernetes à déployer quand on crée un environnement. Mais ce que fait Argo CD, c'est que il les balance tous. Donc Kubernetes, prends tout ça, vas-y. Alors Kubernetes commence à pédaler pour charger les pods, etc. Argo CD, il est très bon pour paralléliser le check du fait que tout est fait. Et donc avant, on devait à la main faire du kubectl getPod, etc. pour voir l'état des pods, et puis si c'était bon, on pouvait faire le service d'après, etc., etc. Maintenant, on balance tout d'un coup, et donc ça va plus vite. Et Argo CD nous dit, hop, c'est bon, c'est fini, kubectl a tout fait, Kube a tout fait. Et c'est scalable parce qu'on peut plus facilement rajouter des applications, rajouter des environnements. On a des abstractions qui sont meilleures, donc ça nous aide à grandir, à rajouter des ingénieurs et des services. Un petit point bonus qu'on a récupéré au passage, c'est qu'il y a toujours le débat de où est-ce qu'on met les chart Helm, quoi, les configs de déploiement. À un moment donné, on veut que l'équipe plateforme ou SRE ait la structure. Et on veut que les développeurs maîtrisent les valeurs, qui disent combien de RAM leur app a besoin, etc. Donc, on a un setup qui est un peu meilleur, où on a... donc avant, on avait un gros repo avec tous les scripts Bash et Python et toutes les configs de tout le monde, pas très pratique. Et donc maintenant, dans chaque application, il y a les personnalisations liées à cette application, où en gros, il va y avoir des schémas standards et on va juste override quelques valeurs. Donc on a trouvé un meilleur équilibre entre SRE et Dev au passage. Voilà. Quelques autres optimisations dont je voudrais vous parler, comme on voulait aller plus vite sur les déploiements. Historiquement, on faisait tourner du code applicatif pour créer de la donnée de test. On s'est dit qu'on pouvait aller plus vite en créant les données de test, en faisant un pgdump, fondamentalement, de toutes les bases de données qui nous intéressent, en le rangeant dans un S3, et en le rechargeant dans les pipelines Argo CD, parce qu'en gros, pgload, il n'y a pas plus rapide pour charger des datas dans un Postgres. Donc avec ça, on était à peu près 10 minutes de déploiement avant de faire ça, et avec ça, on est passé à 5 minutes pour déployer l'environnement. Donc c'était un gros impact. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que tu charges, comment tu fais un pgload avec ton Argo CD, parce que tu viens de me dire que c'est du GitOps, etc. Et là, tu n'es pas dans Git, donc tu es en train de tricher. Donc oui, on triche un petit peu avec des hooks. On peut avoir des hooks Helm. Et donc ça nous sert à créer nos queues SQS, à provisionner nos databases dans des instances RDS existantes. Créer des RDS, ce serait trop long, donc on a des gros RDS et on crée des databases dedans. Ça coûte moins cher de mutualiser. Et ce qu'on appelle seeds, c'est charger les jeux de tests initiaux. Alors, ça commence à être assez rapide à ce stade. Là, on arrive à peu près 3 minutes à l'époque où on a 30 services. Après, ça a un peu augmenté au fil des ajouts de services. Le last move, c'est en fait, on peut faire le continuous deployment avant que la CI ait fini. Et alors ça, c'est magique. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, ce que le système va faire, c'est qu'il va déployer 89 apps en version master et une app en version feature branch. Du coup, je peux commencer à faire les 89 apps pendant que je fais tourner mes pipelines GitLab, que ça passe les tests, que ça check la sécurité, etc., que ça build les images Docker. Et à la fin, hop, je déploie ma 90e app dans la version cible. Et ça va assez vite, il y en a une seule à faire. Du coup, en fait, avec cette optimisation-là, ça n'a pas changé le temps de CD. Par contre, on a réussi à compacter le temps global du git push
à j'ai mon environnement de staging qui est prêt. Et on pourrait même avoir des discussions en vrai pour faire les images avant les tests. Parce que si on n'est que sur du staging, en vrai, on pourrait dire bah, je te fais ton environnement, je te passe tes tests, et si tes tests passent pas, ne merge pas, quoi. Mais bon, après, ça tire toutes les questions de comment on garantit que les merges sont bien validés, etc. Donc voilà, ça devient un peu compliqué, ça dépend des équipes, des projets, etc. Donc ça marchait pas mal. Jusqu'au jour où on commence à filer des issues dans le GitHub de Argo CD, parce que maintenant on déploie 10 ou 12 000 pods et ça rame. Parce qu'en fait Argo CD fait un nombre incroyable de requêtes à l'API Kubernetes, et le bottleneck est là pour maintenir l'état en cohérence entre GitLab et Kubernetes. Et donc, la solution à ce moment-là, c'est du scaling horizontal. Donc, c'est d'avoir plusieurs clusters Kubernetes. Et l'Argo CD peut déployer différents projets sur différents clusters. Mais du coup, ça pose la question de comment sait-il quel cluster prendre. Et là, on a dû faire du custom. On a fait une petite API, là, la fameuse Branches Placement API, qui fait what the name says, c'est-à-dire que GitLab l'interroge et elle lui répond « Ah, ta branche feature annual billing, mais là sur cluster 2 ». C'est littéralement l'API et le payload. Alors du coup, ça part sur le cluster 2. Comme il faut que le développeur puisse retrouver sa branche, il y a une petite UI qui liste toutes nos branches vivantes et qui permet d'aller se loguer dans l'application web Conto sur une branche donnée, qui permet d'aller ouvrir le QA tool qui sert à générer des jeux de données de test, etc., et qui permet de retrouver le Argo CD pour cette branche. Et puis on retrouve là les effets permanents, les always up, etc. Enfin, il y a voilà, toute notre petite tambouille d'optimisation derrière. Donc, the end picture as of today. Alors maintenant, il n'y a plus 30 ingénieurs comme au début, il y en a 100. Il y a très précisément 86 services à la date où j'ai fait le schéma. Comme un service, il y a l'appli web, les consumer Kafka, les workers, etc. Ça fait à peu près 220 pods, chaque branche qu'on déploie. Bon, j'ai revérifié, ça tourne en 7 minutes, pas en 5 minutes. Donc du coup, il va falloir que Kevin gagne 2 minutes, parce que sinon je vous ai menti, mais je crois qu'il va y arriver. Et donc, du point de vue des développeurs, il push sur sa branche. Il se passe des choses qu'il ne voit pas trop, hein. Mais grosso modo, on va créer le namespace Kubernetes pour la déployer, on va créer un projet Argo CD, on va créer toutes les autres applications, les builds GitLab vont passer, on va créer l'application actuelle. À chaque fois, au milieu, il y a une petite tambouille hooks pour créer les bases RDS et les queues SQS, puis ressources propres de l'application, donc les objets Kubernetes, qui sont créés dans Kubernetes, et à la fin on a un bel env de staging, et donc ça peut se faire en quelques minutes à des échelles quand même substantielles, puisque c'est une petite centaine de services et à peu près 300 ingénieurs, développeurs qui travaillent dessus. Donc l'expérience, c'est je clique littéralement le pipeline deploy current tab in new feature branch. Le pipeline staging feature branch, c'est un template GitLab. Il est mutualisé entre tous les projets, il est standardisé. Oups, il manque des slides. Combien de slides manque-t-il? Il manque 2 slides, mais c'est pas très grave. Donc je vais vous l'expliquer de vive voix. Après avoir cliqué ce bouton, il va voir l'API Branches Placement que je vous ai montré tout à l'heure. Il tape dans le moteur de recherche, ici le nom de sa branche pour la localiser, et ensuite il clique le lien Argo CD, et donc il peut aller inspecter l'état de déploiement de sa branche, vérifier que tout s'est bien passé et commencer sa QA par exemple. Voilà, donc c'est le début d'une histoire, ça scale jusque-là. On ne sait pas encore quel est le prochain bottleneck qu'on va taper, il y en a forcément quelque part. Il y a peut-être encore des optimisations à aller chercher, mais voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et en termes d'expérience développeur, le one click 7 minutes, j'ai mon run QA, c'est quelque chose qui est bien vécu, puisqu'on n'a plus du tout les feedbacks qu'on avait il y a 2 ans et demi à base de « j'en peux plus d'attendre à Jenkins ». Et donc je prends très volontiers vos questions.
Nicolas Villa de SNCF Connect. Du coup, vous gérez comment le nettoyage des ressources Cube quand la branche est terminée? Kevin veut me surveiller. C'est la magie du GitOps. Quand on merge la branche, bah, du coup, la branche disparaît, et donc, du coup, ça synchronise et ça disparaît. Paul Jouet from Score. Désolé, je procède. Ouais, j'ai juste une question sur l'estate Argo CD. Nous, on a rencontré quelques problématiques justement sur une synchronisation entre environnements qui n'était pas cohérente. Vous en avez souvent, par exemple, quand vous avez des objets scaled qui ne se suppriment pas directement dans Argo CD, ou est-ce qu'il y a des actions manuelles que vous faites derrière, en background sur Argo CD, ou est-ce qu'ils se débrouillent vraiment tout seul? Je vais faire appel à un ami là, je peux pas. Bonjour, Kevin, donc Head of SRE à une époque, sur Argo CD, on a eu des décalages entre le state qui était demandé par GitLab et ce que Argo CD était capable de faire. Avec les montées de version d'Argo CD, on a perdu ce problème-là. Avec un peu de tweak dans GitLab, en fait, quand on commençait à aller générer nos assets qui sont pull par Argo CD, par exemple les ECR, enfin les images, etc. À certains moments, on a commencé à aller jouer avec l'API d'Argo CD pour lui dire hold on, attends un peu avant d'appliquer ta synchronisation parce qu'on est en train de bake telle ou telle partie de l'application. Et sur la partie clean, je crois qu'on n'a pas eu de problème à clean des ressources depuis très très longtemps. Ok, c'est pour ça. Merci. Je peux rester là encore. Antoine pour Score également. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était intéressant. J'avais deux questions. Il y avait deux notions contradictoires. Vous disiez on aime bien du coup avoir des SRE qui se spécialisent Kubernetes, qui s'occupent de l'infra et des devs qui travaillent sur le code quality. D'accord. Et finalement, vous êtes venu sur une version où le chart est versionné en même temps que le code. Donc, comment vous gérez cette partie code ownership entre les manifestes cube et le code source? Et ma deuxième question, c'était vous avez effectivement ce Review Environment, qui est une feature super intéressante de GitLab. On crée une branche, automatiquement on a notre application qui est déployée sur Cube. En termes de coût, quel est l'impact? Voilà. Vas-y. Sur la première partie, pour être très honnête, je pense que c'est un problème qui n'est pas complètement résolu et on va continuer à s'y confronter, notamment par rapport à la diversification de notre équipe tech, parce que comme toute startup, au début on prend des gens seniors, par qu'on leur tienne la main, et à un moment donné on s'aperçoit qu'en termes de mission sociale de l'entreprise on n'y est pas, et donc on diversifie, et forcément quand on prend quelqu'un, un junior frais voulu d'école, déjà il va essayer d'apprendre à écrire du bon code et on verra après pour les charts Helm, quoi. Donc la situation actuelle, c'est que la team SRE a préparé quelque chose d'extrêmement pédagogique, ou même un développeur qui ne connaît pas Kubernetes, ou à peine, peut suivre des instructions claires pour créer un dépôt, remplir 2-3 valeurs, et franchement ça va marcher sur la base de templates pour Go, Ruby, JavaScript, qui sont les 3 types de dépôts qu'on fait, Python maintenant aussi. On a mis data dans backend, du coup hop, Python aussi. Et ensuite, s'il y a des questions plus avancées, ça part en teamwork et en discussion Slack, et la team qu'on appelle Engineering Efficiency vient apporter un support, voire embed quelqu'un dans la cross-functional team concernée pendant 2 mois pour tout mettre au carré et faire monter le niveau. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point sur la gestion des ressources, peut-être que je te laisse parler des environnements éphémères, de ce qu'on a fait autour de ça. Ouais. Sur le coup. Et excusez-moi, vous pouvez rappeler la question, la deuxième partie de la question. C'était sur le coût en fait, parce qu'on a eu le coût d'utiliser Argo CD plutôt que d'utiliser la feature. Le coût d'avoir 8 milliards d'environnements et tout, le fait que maintenant on les pop manuellement versus automatiquement, etc. Ah, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête. En termes de coût, en fait, alors, je vais faire différemment. On va partir du principe qu'on fait du 24-24, enfin, sauf la nuit. Et donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le coût de faire tourner les trucs 24 sur 24, qui sont à le payer, mais c'est combien on peut faire en 24 sur 24. Et donc, en gros, au départ, on avait tous ces infras qui tournaient tout le temps, des branches qui tournaient tout le temps.
et on a été aller chercher le niveau d'utilisation réelle de ces branches-là par les équipes techniques. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, c'est con, on a énormément de pertes. Sur une quantité de ressources données sur nos machines, en fait, il y a 30% des branches qui ne servent à rien. Elles sont idle. Du coup, elles prennent de la place à des gens qui ont vraiment besoin de travailler. Donc, on a été mettre en place des petits crons de nettoyage. Ils vont aller inspecter sur GitLab depuis quand la branche elle est stale en fait. Et passer un certain délai, on lui dit bon, celui-là, en fait, il n'y a pas de code, il n'y a rien qui se produit depuis 3-4 jours. On l'enlève, on crée de la place, et du coup, on a des branches plus récentes qui peuvent arriver. Donc, ça fait que le coût, il ne change pas. Enfin, quand on a pris cette approche-là, plutôt que de se dire comment on fait pour réduire le coût, on s'est dit, voilà, on travaille à coût fixe, maintenant, il faut remplir au max. Merci. Ça répond à la question. Merci beaucoup. Si vous voulez bien poser des questions après, durant le coffee break, parce que c'est là que nous arrivons maintenant.